c'est pour te dire, tu vois, tous les objectifs que tu te mets comme ça au début, ils te semblent, on te regarde genre, ouais, mais il y en a 1000 qui veulent faire ça, machin. Pourquoi toi, ça marcherait? Ben, ça marchera parce que je lâche pas l'affaire. Et des fois, je dis à des personnes autour de moi, il a jamais été aussi facile d'être meilleur que les autres. Ouais, Comme les gens aujourd'hui, personne ne veut plus rien faire. Si au moment où tout le monde craque, au moment où les gens vont baisser les bras, toi, t'en fais un peu plus, ben, tu seras meilleur. Tu vois. exactement. T'as même pas Et, besoin de faire un truc de ouf, c'est vrai, hein. ouais. Faut juste pas lâcher. Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Kevin Razi. C'est incroyable de l'avoir avec moi parce que quand j'avais 20 ans, je regardais France 2 et il me faisait rire parce qu'à l'époque, il était déjà sur les plateaux de On demande qu'à en rire et du Jamel Comedy Club. C'était en 2011, 2012, 2013, je crois, 2012-2013, c'était à l'époque. Ça fait plus de 10 ans. Et donc, ça me rajeunit. Je me dis, waouh, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, on est ensemble et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Et en plus, tu as un nouveau spectacle qui vient de sortir. On en parlera et on parlera de ton parcours. Bonjour, Kevin, comment tu vas? Bonjour Mohamed, ça va super bien et toi? Très bien, merci, merci. Je vais te laisser te présenter avec tes mots. Moi, j'ai fait une micro-présentation, mais j'aimerais te laisser te présenter et après, on rentre dans le vif du sujet. Je m'appelle Kevin Razi, j'ai 35 ans, je suis humoriste et ça fait depuis mes 19 ans que je monte sur scène. Je suis un touche-à-tout, je me considère comme un humoriste hybride. Voilà. Effectivement. Et tu es aussi coproducteur d'une émission? De ma propre émission, Rendez-vous avec Kevin Razi, ouais, exactement. Entre autres, ça rentre dans la partie hybride. Hybride et aussi une partie un peu acteur dans la partie hybride toujours. Ouais, c'est ça. Il y a de l'acting. Je suis comédien sur des projets. J'ai déjà joué dans un film. J'ai déjà fait des séries. Voilà, c'est vrai que je suis un touche-à-tout. Dès que c'est dans mon giron, quoi, on va dire. Bon. Et tu as dit que tu étais humoriste depuis que tu as 19 ans. C'est-à-dire que comment, à 19 ans, tu te lances dans ça? Comment tu t'es mis dans le bain dans ce bain-là? Et ben en fait, si tu veux, c'est depuis l'âge de 16 ans que je sais que je veux devenir humoriste. Et donc, j'ai décidé de faire du théâtre pour me tester, pour voir si je valais quelque chose sur scène. Et je m'étais dit, si ça se passe bien pour moi au théâtre, et ben, je continuerai après le bac. Après le bac, si tu veux, je me suis inscrit à la fac, une fac de cinéma, mais j'y suis allé qu'une fois parce que je savais que je voulais être humoriste, donc ça ne servait à rien. Et j'avais, je sais pas, cette conscience de me dire, ça va me prendre du temps avant de réussir à gagner ma vie avec ça. Donc, autant que je commence maintenant plutôt que j'attende la fin de mon master et machin, que je ne veux pas faire au final pour ensuite me lancer. Tu vois, c'était trop bête. Si tu sais ce que tu veux faire, fonce. Et j'ai juste dit à mon entourage, à mes sœurs, à mes amis, je veux être humoriste, je veux être humoriste. Ils le savaient, ils me voyaient faire des vidéos, des trucs comme ça. Et de fil en aiguille, tu as un pote de mes sœurs qui s'appelle Farid qui a dit ah bah tiens, je connais quelqu'un qui bosse au Jamel Comedy Club, il a déjà écrit des sketchs et machin. Et on a fait les connexions. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à monter sur scène. D'accord. C'est le réseau qui a fait que tu as pu aller au Jamel Comedy Club et bien sûr le talent, tout ce que tu avais fait auparavant. Alors, je ne suis pas tout de suite allé au Jamel Comedy Club. À ce moment-là, c'est juste qu'il m'a présenté Tariq Seda, qui est un auteur et qui bossait à l'époque pour Claudia Tagbo et aussi pour Noom. Et donc, non, pas pour Claudia, en tout cas pour Noom. Et donc, on s'est rencontrés. Il m'a dit, écoute, j'ai une web radio. Tous les jeudis, c'est bénévole. Si tu veux venir faire une chronique pour tester, vas-y. Et en allant faire la chronique, autour de la table, il y avait un humoriste qui n'est plus en activité aujourd'hui, qui s'appelle Kinan et qui m'a proposé d'écrire pour lui. Et je lui ai dit, je veux bien, mais en échange, laisse-moi faire ta première partie. Et c'est comme ça, à 19 ans, que j'ai fait mes pas sur scène en tant qu'humoriste. D'accord. Le Jamel Comedy Club est arrivé 5 ans après. Je veux revenir sur, là, tu as dit pour écrire pour lui. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais des humoristes qui voulaient, tu écris des sketchs pour les personnes. Bah là, pour le coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. C'est Kinan qui me disait, putain, on a un bon délire, on rigole bien. Et c'est vrai, on avait beaucoup d'affinités. Tu voudrais pas écrire pour moi et tout, parce qu'il avait besoin d'un coup de main sur certains sketchs. Et je lui ai dit, mais avec grand plaisir, juste, s'il te plaît, laisse-moi faire ta première partie. Il fallait que je mette le pied à l'étrier. Et ouais, donc j'ai écrit pour des humoristes. Même à l'époque, on ne demande qu'à en rire. J'avais écrit pour les Lascarguet. J'écrivais pour d'autres de temps en temps. Ouais. Parce que c'est un autre métier, ça fait partie c'est une autre casquette du métier d'humoriste, c'est de pouvoir interpréter ses propres blagues et de pouvoir en faire pour d'autres personnes.
Bah, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, j'avoue, comme j'ai commencé par ça, d'écrire pour d'autres, etc., j'ai cette formation-là, on va dire. Et ensuite, j'ai écrit nombre de sketchs, de séries, de trucs comme ça dans lesquels je ne jouais pas forcément, que ce soit avec le Studio Bagel ou sur Canal+. Et donc, ouais, non, pour le coup, moi, j'ai cette partie auteur, mais ça ne veut pas dire que tous les humoristes sont des bons auteurs pour les autres, quoi. D'accord. Je voudrais revenir un peu sur ton parcours parce que tu dis à 16 ans, tu voulais et tu savais que tu voulais être humoriste. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a fait qu'à 16 ans, tu savais que tu voulais faire ça? C'est quoi? C'est ton comportement? Est-ce que tu as pu matérialiser cet élément? En fait, j'aimais bien faire des sketchs pour faire rire mes amis et ma famille, des vidéos avec le caméscope de mon beau-père et tout ça, voilà. Mais c'était comme ça, c'est juste que j'aimais bien faire rire. C'était un challenge pour moi de faire rire les gens. Et un jour, un été, je suis resté à Paris parce que moi, j'ai grandi à Paris. Je suis resté à Paris, on n'est pas parti en vacances et j'ai regardé H, la série, tout l'été. Et je commençais à regarder le making-of et j'ai vu que, même entre les scènes, ils s'amusaient. Il y avait du public. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on croyait que les rires étaient enregistrés, mais non, ils tournaient en public. Et je me Effectivement. suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Ils font rire les gens, ils se marrent et puis ils gagnent de l'argent avec ça. Ok, je veux être humoriste, c'est fait pour moi ce métier. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu le déclic. D'accord. Et quand tu es parti voir tes parents et que tu leur as dit, je veux gagner de l'argent en faisant rire des gens, ça a été Mmh. quoi leur réaction? Parce que si je ne me trompe pas, tu viens de l'île Maurice. Ouais, mes parents viennent de là, ouais. Ouais, viens de là. Et l'île Maurice, c'est un peu comme le Maghreb. On a un peu on a des grosses a priori sur certaines choses. Dis-moi tout. Est-ce que tu. Sur Bah, cette... en fait, ma mère, elle m'a suivi. Ma D'accord. mère, elle a un amour inconditionnel pour son fils. Je suis le seul fils qu'elle a, hein, sinon j'ai que des sœurs. Et j'aurais pu lui dire, je veux être danseur étoile, je veux être pâtissier. Elle m'aurait dit, ouais, mais tu vas être le meilleur, je le sais. Donc ça, j'avoue, ma mère, c'était cool. Elle avait des craintes parce qu'elle ne connaît pas le milieu, elle était gardienne d'immeuble. Donc voilà. Mon père, lui, qui était mécanicien chez Renault, pareil, pas de lien avec le milieu, beaucoup plus d'appréhension. Et un jour, je lui ai dit, mais tu sais, papa, tu dis que c'est fou ce que je veux faire parce qu'on ne connaît pas ce milieu, etc. Tu as peur. Mais je lui ai dit, mais tu sais, tu te rends compte que toi, tu es parti de l'île Maurice, tu avais 20 ans, tu es arrivé dans un pays que tu ne connaissais pas un sou en poche. Tu es passé de mécanicien chez Renault à responsable logistique. Aujourd'hui, on a une maison de vacances à l'île d'Oléron, une autre à l'île Maurice. Tu as élevé tes enfants. En fait, c'est dingue ce que tu as fait. Je lui dis, moi, tout ce que je vais faire là, c'est de traverser la rue et aller dans un café-théâtre. Le vrai fou entre toi et moi, c'est pas moi, c'est toi. Et là, il m'a dit, ouais, c'est vrai, tu vois, je l'ai pris par les sentiments. Ben ouais, parce que je pense que nos darons, ils se rendent pas compte de la dinguerie qu'ils ont faite, tu vois. Ils ont changé de pays, d'un pays qu'ils connaissaient pas, ils connaissaient pas les codes, ils connaissaient pas. Mon père a découvert la neige, il y avait pas de neige à l'île Maurice, tu vois. Et ils se sont battus pour en être là où ils en sont. Donc, en Ouais, fait, quand tu ramènes leur parcours au nôtre, tu te dis, ouais. nous, en fait, on fait un petit pas par rapport à vous, tu vois. On n'a rien. Moi, je vois mon père qui est parti à 20 ans en France, il ne parlait pas français. Ouais, L'île Maurice, encore, il y avait pas la barrière de la ouais, langue. c'est vrai. Il y a pas Ouais. Moi, il est venu en France. De la France, comme il ne faisait pas les papiers, parce qu'il est venu avec un visa, tu sais, les visas Mm. travailleurs. Il n'y avait pas les papiers. Il est parti en Allemagne. Il est resté 5 ans en Allemagne, dans le Mm. froid. Il me disait, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie qu'en Allemagne. Après, il est revenu en France parce qu'en Allemagne, en fait, c'est un peu, à l'époque, c'est où ils entendaient, ben là, il y a cet endroit, ils sont en train de donner des papiers, bon, on va aller là-bas, tu vois, du style, en région parisienne, ils donnent les papiers travailleurs plus facilement, donc tout le monde va à Paris. Et donc, il suivait un peu ça. Donc là, il est parti en Allemagne. Il est revenu en France, après, il est allé en Corse. Tu vois, et tout ça, pas de barrière, la barrière de la langue, tout seul, 20 ans, bon, après, il a vieilli. Et il s'est marié, il a laissé ma mère au Maroc avec ses enfants. Moi, je n'étais pas encore né, parce que moi, je suis né en France, mais mes grandes sœurs. Et je me dis, comme moi, je lui ai dit, je vais arrêter d'être ingénieur pour être formateur et aider les gens. Il m'a dit, t'es fou. C'était la fin du monde pour lui. C'était, je gâche ma vie, c'est bon, tu vas te ruiner, c'est n'importe quoi. Et Mm. c'est fou, effectivement, quand tu reviens les pieds sur terre, je me dis, mais en vrai, c'est eux les fous. Ils ont tout laissé et nous, on n'a rien fait. Au pire, on va être au chômage pendant 6 mois, après on va retravailler, ou on va se relever, ou on va apprendre quelque chose d'autre, ou autre Ouais, chose. ouais, c'est ça. Nous, on ne sait rien en vrai ce qu'on fait là, ce qu'on tente. Et eux, ils ont tendance à l'oublier. Donc c'est bien. Et dans mon premier spectacle, j'en parlais de ça. Dans le dernier que j'ai fait, mise à jour, je citais ce passage-là parce que c'était important pour moi de rendre hommage
que ce soit mon père, mais aussi à nos parents qui ont eu des parcours de ouf et qui ont tendance à le minimiser parce que ça y est, ils sont bien installés, bien intégrés, ils ont oublié qu'ils venaient pas de là, quoi. Exactement. Et dans ton cas de figure, donc quand tu t'es lancé à 19 ans, là, tu en as 35, donc ça fait Ouais. quasiment 16 ans que tu es dans le game, entre guillemets, tu es Ouais. dans le monde. Et ce que tu disais, c'est que tu n'avais personne, tu connaissais personne, tu n'avais pas les codes. Et comment tu fais quand tu as 19 ans, tu n'as pas les codes, que tu rentres dans un nouveau domaine et tu as une passion, tu sais que tu aimes, tu as envie de faire ça. Et par où tu commences, comment tu t'y prends? Bah, en fait, déjà, là, j'ai eu de la chance, grâce aux amis de mes sœurs, etc., de rencontrer le fameux Tariq, qui, lui, au final, je me rends compte très vite qu'il a écrit pour quelqu'un du Jamel Comedy Club, mais c'était un accident, limite. C'est parce qu'il connaissait le gars, il lui a donné des vannes. Mais tu vois, il n'était pas dans le métier en soi, il ne gagnait pas sa vie avec ça, il se démerdait avec le chômage et machin. Donc, très vite, je comprends qu'on n'est pas loin du même stade, c'est juste qu'il l'a approché un peu plus que moi, ce milieu. Et en fait, tu t'y vas au culot, c'est-à-dire que bah, dès que tu as une opportunité, tu y vas. On te dit, ah, tu vas jouer dans un restaurant, tu fais, vas-y, je tente. Ah, on va jouer dans une chicha, vas-y, je tente. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore trop les chichas, mais j'ai joué dans une pizzeria, j'ai joué dans des petites caves, des machins. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que tu rencontres des gens qui sont un peu comme toi, qui sont animés. Et après, ça commence à t'appeler. Tiens, il y a un festival d'humour là. Tiens, il y a un truc, ça te dirait de venir. Et tu t'acceptes tout. Tu joues partout. Et c'est comme ça que tu commences à créer ton réseau. Mais en fait, faut y aller comme ça. Hein. Faut aller voir les petits passionnés. Tous les plans bénévoles qu'on te propose, faut y aller. Et puis après, c'est comme ça que tu continues. Au début, tu faisais que du bénévolat, c'est-à-dire que tu gagnais pas, c'était uniquement pour apprendre. Ouais. Et à côté, si tu veux, j'ai trouvé un CDI chez Mondial Assistance, une plateforme téléphonique. C'était un temps partiel, donc je travaillais 4 jours dans la semaine et le reste de mes journées, c'était dédié à l'humour, ce qui fait que j'avais des semaines très complètes et ça me faisait très bizarre parce que, par exemple, tu vois, dans la petite émission de web radio qu'on avait, c'était le jeudi, on tournait le jeudi matin. Ça nous est déjà arrivé de recevoir des gens comme Leila Bekti, qui était toute encore nouvelle à cette époque, on est en 2008. Mais je vois Leila Bekti et tout, je fais waouh et tout, je tombe sous son charme, machin. Et ensuite, tu l'interviews et ensuite, à 14h, tu vas taffer. Et c'est le Et tu décalage. prends le téléphone. Tu prends Non, le mais téléphone. Et tu étais là, demander assistance, qui est une bonjour. Hein. Et tu dépannes les gens qui sont tombés au bord de la route. Quoi. Mais ouais, c'est ouf. ouais, c'est là que tu as rencontré un ami à moi qui est une connaissance à moi. Ah Mais, ouais? mais Redouane. Ah bah oui, Redouane, c'est vrai, Redouane, bah oui. Mais Ouais. il est pas resté longtemps. Mais oui, mais c'est vrai, je suis bête. Ouais, Je savais carrément qu'il avait fait mondial assistance, Redouane. c'est là-bas que vous êtes rencontrés et c'est un ami à moi, un grand de. Comme on dit, j'ai l'impression d'être c'est encore un ado alors que j'ai 34 ans, mais je dis un grand de mon quartier, mais tu vois, j'étais impressionné. Mais, Alors qu'il a quoi? Il a 2 ans de plus. ouais. Mais à l'époque, il y avait le respect. Il y avait les grands, les petits, tu C'est vrai. respectais les anciens, ne serait-ce que 3 ans, c'était les grands. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça existait, il n'y a plus de. Oula, ouais, non, ça y est, ça s'est perdu malheureusement. Ouais, effectivement. Donc, c'est un enseignement incroyable que tu viens de nous partager. C'est que tu avais deux casquettes. Tu avais la casquette passionnée. Tu voulais faire ça et tu as mis travailler le soir, le week-end, mais tout en temps libre dans ça. Et tu avais la casquette je travaille pour me nourrir et vivre. Et ça, c'est important. Et je sais bien que tu le soulignes parce que des fois, il y a des personnes qui veulent le résultat tout de suite. Et je sais que dans votre métier, ça peut prendre beaucoup de temps. Ah Et oui. toi, comment tu as vécu intérieurement ça? Comment une personne qui est parce qu'on peut transposer ça à plein de choses, aux études, à la reprise d'une carrière, à un projet entrepreneurial, à plein de choses. Comment tu vis pendant toute cette période où tu as ta passion, tu sais que tu as envie d'atteindre quelque chose, mais tu ne vois pas encore les fruits parce que tu es au début. Comment tu fais pour vivre ça et est-ce que tu as pu le conscientiser? Ben, effectivement, ce qui me permettait de tenir, c'était un genre de carotte, tu sais. En gros, je me souviens que quand j'ai commencé à jouer mon premier spectacle, donc j'avais 20 ans, on est en janvier 2008. Et tu vois, très vite, mon pote Kinan me dit ah, tu sais que je connais le père de Gad Elmaleh, machin, vas-y, je vais le faire venir à ton spectacle, tout ça. Et c'est le genre de truc qui fait que tu tiens, que tous les lundis, tu te défonces de ouf sur ton spectacle, que tu acceptes le fait de travailler chez Mondial Assistance à côté, machin. C'est ces petites carottes qui te permettent de tenir. Et il y a des moments où bah, finalement, le papa n'est jamais venu. Il y a des moments où tu te rends compte que tu n'as rien qui t'anime, si ce n'est que de continuer à jouer. Mais ça m'est déjà arrivé des matins de me dire,
Mais là, en gros, s'il ne se passe rien pour moi, je suis juste chargé d'assistance chez Mondial Assistance et c'était pas le plan, en fait. Et mes potes me disaient, est-ce que tu as un plan B quand même? On ne sait jamais parce que tous mes potes ont fait des études pour la plupart. Et je leur ai dit, non, il n'y a pas de plan B parce que si je prévois un plan B, c'est que je n'étais pas sûr du plan A. Alors que moi, je ne jure que par ce plan A. Et donc, bah, tu prends sur toi. Mais c'est vrai que ça a été pas facile. Et je pense que ce qui m'a maintenu en vie, c'est ces petits objectifs, ces mini-objectifs. À telle date, il y aura un festival. À telle date, tu as un casting. À telle date, tu vois, tu vas rencontrer un tel. Donc, tu te dis, bah, vas-y, en attendant, je bosse, je bosse. Et c'est ça qui t'anime, en fait. C'est les mini-victoires. C'est les mini-victoires et les rires des personnes qui viennent t'écouter aussi. Et ouais, et c'est là que tu te dis, bon, ben, même si j'ai pas d'opportunité pour l'instant, etc., en attendant, je jouais les lundis, moi, à 19h, donc un créneau compliqué. Le lundi, les gens sont là, ils rigolent. Donc, je me dis, bon, ben voilà, je ne me suis pas trompé. Et Ouais. encore, parfois, c'était dur. Hein. Parfois, tu joues devant 7 personnes, mais c'est pas grave. C'est incroyable. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Parce que j'en parlais aussi avec d'autres humoristes et c'est incroyable la force mentale que vous avez. Hein. Parce que tu avances, tu fais des spectacles. Exemple, là, tu vas faire des télés et après, tu repars sur un rodage. On va en parler de fallait être là. Et tu reprends des toutes petites scènes où tu vas être devant 10, 15, 20 personnes. Et humainement, ça doit être dur de se dire, là, il y avait 500 personnes, maintenant, je suis devant 7 pèlerins. Ou au début, quand tu commences, tu as 10, 15 personnes, tu vas dans une pizzeria ou une chicha, le gars est en train de fumer, toi, tu dois le faire rire. Il est là, il te regarde comme ça avec une tête. Et là, tu dois lui. Tu sais, ça doit. Intérieurement, faut être fort. Ça forge de ouf. On est obligé de passer par là. Tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas se lancer dans l'humour. Quand je les rencontre, ils me disent, ouais, je voulais me lancer, mais j'ai peur de faire un bide, j'ai peur que ça ne marche pas. Et je leur dis, mais tu crois vraiment qu'un footballeur, quand il s'est lancé dans une carrière de footballeur, il s'est dit à un moment, putain, j'ai peur de perdre un match ou j'ai peur de ne pas remarquer. Enfin, jamais il se serait lancé. Sinon, ben, l'humour, c'est pareil. Le beat, ça fait partie du jeu. L'échec, ça fait partie. C'est juste les étapes avant le succès et les gens ont du mal à comprendre ça. Donc, ouais, parfois, c'est dur à encaisser, mais en vérité, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai qu'il faut une certaine inconscience, je pense, pour qu'à 19 ans, tu te dises non, non, mais c'est ça que je vais faire. Et puis après, et moi, j'avais déjà tout noté sur mon ordinateur, je me rappelle, sur le PC familial, que j'allais intégrer le Jamel Comedy Club, que j'allais avoir une carte Visa Infinite noire parce que j'avais découvert ça grâce à ma sœur qui m'avait dit putain, il y a un client à la crêperie, il m'a payé avec cette carte-là, machin. Et j'avais des objectifs comme ça, tu vois. Et au final, c'est des trucs cons. J'avais un bon, tu as eu la carte Visa ou pas? Ouais, c'est bon, ça. Alhamdoulilah. Mais non, mais c'est pour te dire, tu vois, tous les objectifs que tu te mets comme ça au début, ils te semblent, on te regarde genre, ouais, mais il y en a 1000 qui veulent faire ça, machin. Pourquoi toi, ça marcherait? Ben, ça marchera parce que je lâche pas l'affaire et que justement, il y a heureusement, à chaque fois, je dis ça aux gens, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui y croient pas parce que sinon, je serais dans la merde. Il y aurait trop de monde sur le marché. Mais c'est vrai. Et des fois, je dis à des personnes autour de moi, il n'a jamais été aussi facile d'être meilleur que les autres. Ouais. Pourquoi? Parce que, mais c'est vrai qu'il n'a jamais été aussi. Parce que comme les gens aujourd'hui, personne ne veut plus rien faire. Donc, si tu en fais un tout petit peu plus que les autres, si tu fais plus d'efforts, si au moment où tout le monde craque, au moment où les gens vont baisser les bras, toi, tu en fais un peu plus, ben, tu seras meilleur. Tu vois. Exactement. Tu n'as même pas besoin de faire un truc de ouf. C'est vrai. Ouais. Hein. Faut juste pas lâcher. Voilà, exactement. En vrai, c'est facile de faire des choses qui semblent difficiles pour tout le monde. En vrai, exemple, lire. Est-ce que c'est difficile de lire une page par jour ou 10 minutes par jour? Non, mais très peu de gens le font. Est-ce que c'est difficile d'aller tous les jours et faire 10 pompes? Non, mais il y a très peu de gens qui le font. Dans l'humour, est-ce que c'est difficile quand une fois que tu es dedans et que tu y vas et que d'être là et de chercher des nouvelles blagues? Pas forcément. Mais il y a très peu d'humoristes qui vont vouloir le faire et qui vont tenir sur le long terme et qui vont se dire ouais, je vais continuer tout simplement. Bah ouais. Dans l'humour, je dirais qu'au-delà de l'inspiration, le plus dur, c'est pour quelqu'un d'accepter de jouer devant peu de personnes, de se dire putain, vas-y, pourquoi je me lève et pourquoi je vais à la salle alors que je sais qu'il va y avoir que 15 personnes, machin. Mais tu sais jamais, en fait. C'est là, en fait, que le combat, il est là. Hein. Et c'est là que tu forges ton succès, mais c'est juste que tu n'arrives pas à le voir sur le moment, quoi. Exactement. Et moi, je t'ai connu quand je regardais On demandait qu'à en rire et j'adorais regarder cette émission à l'époque. Je devais avoir 23. Ouais, je devais avoir 22. Je disais 20 tout à l'heure, mais en vrai, j'en avais 22, 23. Ouais. Et je me rappelle, à un moment, tu avais même gagné une de ces émissions. En Prime, en Prime, tu avais gagné. Tu faisais. Pour moi, tu étais celui qui était le plus marrant de tous à l'époque. Et comment tu passes.
comment tu as vécu ce succès? Parce que c'est un succès quand même quand tu passes sur France 2, c'était les samedis, le prime, c'était les samedis. Comment tu as vécu ça? Ouais, je sais plus si c'était pas un vendredi ou un samedi. Ouais, c'était le vendredi ou le samedi. Après, c'était aussi en semaine. Tu avais en semaine, je regardais également. Quotidienne, ouais. Bah, comment je l'ai vécu, ça va, hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais. J'ai eu la chance de faire des trucs de ouf, comme le Marrakech du Rire, etc., où là, tu vois, gagner ce prime de Ondar. Mais je sais pas, il n'y a jamais eu de avant-après dans ma carrière. J'ai l'impression que moi, ma carrière, elle a jamais explosé, elle a toujours évolué à petit feu. Je dis souvent d'ailleurs que si le succès il est au 50e étage d'un immeuble, il y en a qui ont pris l'ascenseur, moi j'ai pris l'escalier. Et je le remarque, c'est-à-dire que moi, ça n'a jamais fait ça, hein. Ça fait toujours D'accord. après, hop, ça redescend, puis après ça va. Et donc non, j'ai pas eu ce truc du jour au lendemain, on me reconnaît dans la rue. Moi, ça a été, on me reconnaît petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et donc, mon téléphone n'a pas plus sonné le lendemain. Il n'y a pas eu il y a pas eu un truc à gérer derrière. C'est ça qui est ouf. C'est après peut-être rare que les artistes disent ça, mais alors moi, pour le coup, ça c'est pas. Il n'y a pas eu un avant-après de ouf. Après tous les trucs que j'ai fait, non, c'est toujours été comme ça, quoi. Mais c'est ce qui t'a permis aussi de rester dans la durée aussi. Parce qu'il Ouais. y en a plein qui sont. Moi, j'en vois de ceux de l'époque, je ne me rappelle pas de grands. Bon, il y en avait quelqu'un, il y avait Ahmed Silla était dedans aussi. Ouais. Artus, Jérémy Ferrari, Ouais. Walidia, mais Lamine Lesgade maintenant qui se fait appeler Naïm. Mais c'est vrai qu'après, il y en a plein qui ont un peu disparu des radars. Ouais, c'est vrai, hein, c'était pas évident. Et moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'à l'époque, j'étais et au Jamel Comedy Club et je faisais le Studio Bagel sur YouTube. Et derrière, dans la foulée, le Studio Bagel a été racheté par Canal+, donc on a mis le pied dans un autre truc encore, ce qui fait que j'avais pas mis toutes mes billes dans le même panier. Alors Ouais. qu'il y en a d'autres, tu vois, ils étaient à fond d'art. Et ça, c'est dangereux parce qu'on savait que tôt ou tard, ça allait s'arrêter. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Ondar s'est arrêté et ça a emporté des gens avec, quoi. Ouais, bien sûr, c'est fou. Et là, aujourd'hui, tu es en train de préparer un nouveau spectacle. Mm. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes à parler de ton nouveau spectacle, ou du moins, surtout du processus à la fois créatif et la création d'un spectacle. Parce que la création d'un spectacle, pour moi, c'est comme la création d'un projet. Je Mm. repars un peu d'une. Tu as des gens qui nous écoutent, qui ont des projets et qui disent, mais moi, par où commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je m'y prends? Je vais pas y arriver, tu vois, avec toutes ces croyances limitantes, tous ces plafonds de verre qu'on se donne. Mm. Et aujourd'hui, tu as un spectacle qui s'appelle Fallait être là, et qui est en rodage un peu partout en France. Et donc, j'invite vraiment toutes les personnes à nous écouter, à aller voir le compte de Kevin Razi sur Instagram. C'est Kevin Razi, en plus, c'est ça. Simplement, ouais. Et vous voyez en bio, normalement, il met les liens avec toutes les dates, à aller nous Exactement. donner de la force et à aller regarder son spectacle. Je vous assure, c'est sûr que vous allez rigoler. Moi, j'attends impatiemment qu'il vienne à Montpellier pour pouvoir vivre ça à domicile. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, fallait être là. C'est un spectacle différent de tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent parce qu'il est un peu plus intimiste et un peu plus dans l'émotion. En gros, c'est un spectacle qui parle de mes échecs parce que je pense que j'en ai vécu pas mal ces 5 dernières années, que ce soit sur le plan perso ou professionnel. Et donc, de tous ces échecs, je parle d'un projet que je bosse depuis autant de temps, c'est-à-dire 5 ans. C'était un projet de comédie musicale que j'avais sur un homme politique qui s'appelle Gaston Monnerville, qui était inconnu au bataillon et qui pourtant a fait énormément pour la France. Et je voulais faire une comédie musicale hip-hop sur lui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ce spectacle, je parle de ce projet parce que justement, étant donné que j'ai eu beaucoup d'échecs, je me dis, ah, tiens, je vais faire un spectacle où je parle d'un projet que je vais faire. Comme ça, au moins, même s'il ne sort pas, les gens sauront que j'avais bossé dessus. Parce que si tu veux, quand tu es artiste, souvent tu te mets dans l'ombre pour travailler tes projets. Et puis après, une fois qu'ils sortent, tout le monde les voit. Mais moi, et c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes, j'ai été dans l'ombre pendant quelques années ces derniers temps parce que je travaillais des projets de ouf. Et puis en fait, ils ne sont pas sortis. Et pour les gens, ils se disent juste, putain, Kevin Razi, il dort, il fait quoi? Il est mort, ça dit quoi? Il fait plus rien, machin. Alors qu'en fait, tu as envie de dire, putain, les gens, si vous saviez. Donc, et donc, ce spectacle, il parle un peu de tout ça, quoi. D'accord. Effectivement, c'est comme même les musiciens et autres, on ne les voit pas pendant 2, 3 ans. Mhm. Ouais, ils sont en train de préparer un nouveau. Ils ont jamais autant travaillé, ils sont à fond en train de préparer un nouveau truc. Et après, quand tu reviens aussi, tu as la boule au ventre parce que tu te dis, je reviens parce que mon public est là, est-ce qu'ils m'attendent? Est-ce que je vais être au rendez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je travaillais pendant des mois dessus. Est-ce que tu disais que tu as cette comédie musicale c'est un projet sur lequel tu as travaillé pendant 5 ans. Pourquoi c'est pas sorti? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou pas? Ouais, bah, c'est pas sorti parce que je l'ai pas fini. Parce que la comédie musicale, c'est un milieu dans lequel je représente personne. Donc, j'ai dû
me refaire un réseau parce que tu vois, au grand max, ils se disent ah oui, si, c'est de l'humoriste, machin, mais il y a des stars dans le milieu de la comédie musicale que nous, on ne connaît pas. Mais c'est des références et c'est vers eux qu'il faut s'approcher si tu veux que ton projet il soit vendu. Donc, il m'a fallu 5 ans pour pouvoir me faire adopter par le milieu. Donc, je suis allé voir toutes les comédies musicales qu'il y avait en France. J'ai commencé à faire des rendez-vous avec les producteurs, avec les scénaristes, les auteurs, pardon, etc. Et de fil en aiguille, bah, tu te fais ton réseau. Maintenant, tu vois, on m'invite tout le temps au Trophée de la comédie musicale. Pareil, c'est une cérémonie que personne ne connaît, mais dans le milieu de la comédie musicale, c'est genre ultra important. J'ai même remis un prix l'année dernière. Là, on m'a invité pour Et donc, tu vois, il fallait accepter d'être humble et de se dire, je suis personne dans ce milieu. Donc, bah, vas-y, tu fais ton petit réseau, machin. Tu vas, tu sais, moi, j'achète mes billets. Je ne demande pas d'invitation. Je vais voir les spectacles. Et à la fin, j'envoie des messages aux gens. Je t'ai vu sur scène, c'était génial, machin. Et voilà, quoi. Et puis, parfois, ils répondent pas. Et puis, parfois, il y a des belles relations qui se créent. Et c'est pour ça que le projet n'est pas encore sorti. C'est qu'une comédie musicale, ça coûte cher et il fallait un réseau pour le mettre en place. Mais là, je crois que je commence à l'avoir. Tu es toujours dessus? Ouais, je suis toujours dessus. C'est juste que là, je me suis dit, tiens, je vais en parler dans mon spectacle. Et d'ailleurs, j'ai un piano sur scène parce que j'ai appris le piano pour la comédie musicale pour pouvoir faire des compos. Et comme ça me permet de les tester aussi devant le public et de leur présenter mon travail. Et ça prend longtemps de. Alors, pour la comédie musicale, bon, ça a des très, très longs projets, mais écrire un spectacle. Là, ton nouveau spectacle que tu as commencé à tourner, je sais que quand tu lances un nouveau spectacle, il est en rodage, donc tu es toujours en écriture. Mais avant de commencer la première fois, comment tu t'y prends? C'est quoi le processus? Bah là, le processus, pour moi, ça a été déjà de vouloir remonter sur scène parce que je ne voulais plus. Ça faisait la dernière fois que j'ai joué mon ancien spectacle, c'était en 2019 et je ne voulais plus monter sur scène parce que j'avais eu un litige avec mon ancien producteur et ça m'avait détruit. Vraiment, ça m'avait détruit parce que si tu veux, j'avais un contrat que j'avais signé de 4 ans avec eux et en fait, au bout de 6 mois, ils ont décidé de l'arrêter et ils ont fait ça d'une façon un peu dure et ils ont eu des mots qui n'étaient pas très sympas non plus et résultat, j'avais plus envie de jouer. Et il n'y avait que la comédie musicale qui m'animait, c'est pour ça que je suis resté dessus. Et le processus de création du spectacle, maintenant, il s'est fait sur le tard. Hein. Il y a ça fait peut-être un an, un peu plus d'un an que je me suis dit, OK, je vais remonter sur scène avec un nouveau spectacle parce que je me sentais prêt. Et là, le temps tu sais, moi, j'écris un peu dans ma tête. J'écris pas sur papier tout de suite. Donc, j'écris dans ma tête, je teste des trucs, machin, je fais des petites scènes ouvertes en scred. Et c'est quand l'idée, elle est bien figée, que je l'ai jouée plusieurs fois, qu'ensuite, je l'écris. Donc, en général, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, moi, j'écris dans ma tête et après, je pose sur papier quand c'est la version def. Et là, ce spectacle, comme il est particulier, j'ai dû faire différemment. Je l'ai écrit en entier, de A à Z. Et c'est pour ça que je le rôde en entier. Ok. Et le rodage, je voyais dans des stories que tu as partagées que après chaque scène, tu te visionnes, tu regardes ce que tu as dit, ce que tu as mal dit, ton positionnement. C'est-à-dire que tu reprends étape par étape parce que les personnes moi, quand je te vois à la télé, quand je t'ai vu, je voyais à l'époque à la télé, bon, je sais qu'il y a du travail. Maintenant, aujourd'hui, comme je suis fortateur, je sais qu'il y a du travail avant. Mais les personnes vont dire, mais non, mais lui, c'est un don. Il est arrivé, il s'est super bien positionné, il sait rire au bon. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette notion-là? Je pense qu'il n'y a pas de. Pour moi, il y a une citation en anglais qui dit Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Et en fait, c'est vrai, le talent, il vaut rien s'il n'y a pas de taf. Si tu ne travailles pas comme un acharné, ton talent, il ne servira pas à grand-chose. Messi, c'est pas juste Messi et il est arrivé et il était bon. C'est qu'il a taffé plus que les autres parce qu'en plus, il avait une petite taille, parce qu'il avait des problèmes, aussi de santé. Et il a dû en faire encore plus que les autres. Et c'est parce qu'il a grave bossé que c'est devenu Lionel Messi. Et les gens ont du mal à comprendre que le travail, c'est la base. Le talent, c'est la cerise sur le gâteau, en vérité. Et encore, il y a même des théories comme quoi le talent n'existerait peut-être pas, etc. Il y a une vidéo qu'il faut que je finisse de regarder là-dessus. Mais non. Je veux bien que tu me l'envoies, alors, si tu l'as. Ouais. Je vais te la retrouver parce que je trouvais ça intéressant. Ça parle de Einstein, de Molière, etc. Et c'est une théorie là-dessus. Mais non, tout ça pour dire que... je pense que il y a pas. Alors oui, c'est important donc déjà de se regarder. Moi, je me regarde à chaque fois, et je pense que plus il y a du travail en amont, plus tu fais croire. Le but, c'est de faire croire aux gens que tu improvises.
Mais pour faire croire aux gens que tu improvises, il faut travailler de fou avant, tu vois. Et ça, c'est les Américains qui sont beaucoup comme ça. Le but, c'est de faire croire quand tu vois un joueur sur le terrain qui se balade avec le ballon, ben là, c'est pareil. Quand tu me vois sur scène, il faut qu'on se dise, putain, ça a l'air tellement naturel pour lui et tout et tout. Et ben ça veut dire que j'ai bien bossé. Mais ça n'existe pas sans taf. Euh, c'est réel. Et tu sais, en préparant ce moment, je suis reparti sur YouTube et j'ai revu ton spectacle au Jamel Comedy Club, dans ta scène de 7 minutes. C'est en 2017, je crois, que Jamel. Non, au Marrakech du Rire. 17, ouais. Ouais, 2017. Et ce que tu es en train de dire, tu le matérialises très bien. Parce que quand on te voit sur scène, tu as l'impression que tu es en train de raconter une histoire. Tu es là avec nous, avec un pote, et tu lui parles comme si tu parlais à un pote. Mais en vrai, c'est préparé. Mais c'est tellement naturel et c'est ça qui fait déclencher les rires. C'est le fait que ce soit super naturel qui fait déclencher les rires. Tu disais, on arrive bientôt à la fin, tu disais que tu as eu beaucoup d'échecs ces 5 dernières années. Est-ce que tu as un de ces échecs que tu aimerais partager avec nous et nous tirer les enseignements que tu as pris? Après, si c'est trop perso, il n'y a pas de souci. Mais si tu as des choses, un des trucs que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent et l'enseignement que tu en as tiré pour qu'on puisse tous en profiter. Ben, par exemple, parmi les échecs que j'ai eus, il y en a eu beaucoup en plus. Mais faut aller voir le spectacle. En même temps, tu es en train de teaser le spectacle parce que là, en allant voir le spectacle, c'est sûr qu'on va les découvrir. Ouais. Et en plus, dans le spectacle, j'y vais vraiment à fond dans les détails. Donc, si je vais au spectacle, c'est que du vrai. Il n'y a que des trucs vrais dans le spectacle. Je vais à fond. Je parle de ce sketch du Marrakech du Rire d'ailleurs. Et pareil, je vais apprendre aux gens quelque chose par rapport à ça. Mais non, si je vais citer un de mes échecs, par exemple, mais ce n'était pas de ma faute en soi. Mais quand j'étais chez Canal+, tu vois, j'ai fait 3 saisons de mon émission Rendez-vous avec Kevin Razi chez Canal+. J'avais la chance de produire et de présenter mon émission, chose qui est très rare à la télévision française, surtout quand tu as mon âge, parce qu'à cette époque-là, j'avais à peine 30 ans quand j'ai commencé. Et quand tu es Renoir, parce qu'on n'est pas non plus des masses. Et en fait, je pense que, tu vois, là j'ai fait confiance en pensant qu'ils allaient me re-signer une énième saison, une 4e saison. Et donc, j'ai fait confiance à des gens qui m'ont dit « Ouais, on va re-signer, etc. » machin. Et donc, je me suis désengagé de plein d'autres choses qu'on m'avait proposées pour la rentrée. Alors que je n'avais rien signé avec Canal, parce que j'étais là en train de dire « Non, mais comme là, je vais sûrement passer en quotidienne chez Canal, je ne peux pas accepter, machin. » Et s'il y a bien un enseignement que je retiens, c'est que moi, je donnerai la priorité à celui qui me fait signer un contrat et qui me donne de l'argent, ni plus ni moins. Celui qui dit « Non, mais t'inquiète, on va faire des trucs », qu'il aille se faire foutre. Parce que vraiment, pour le coup, la loyauté dans le business, moi, je l'ai eu. Et en fait, ça n'a pas payé. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, non, mais t'inquiète, il va y avoir des… » Et c'est une chaîne qui te parle en plus. Donc, tu dis Canal, tu fais… T'es habitué, ça fait 3 ans que tu es avec eux. Tu dis ça. Ouais. C'est bon, non, on va faire des grandes choses, machin et tout. Tu as des gens qui rentrent dans la boucle en disant « Moi, je vais coproduire l'émission, machin. » Donc, tu te dis « C'est bien. » Et tu refuses les projets d'à côté parce que tu fais confiance. En même temps, c'est bien. Ça prouve que tu as une notion de loyauté. Mais en fait, non, il y a un moment où tu dois arrêter, tu dois mettre une deadline et tu dois dire, bon, soit on signe quelque chose, soit sinon, moi, je vais voir ailleurs. Et le problème, c'est que ils m'ont arrêté fin juillet 2019. Va te retourner, toi, après, pour la rentrée, quoi. C'est hardcore. Ouais, c'est hardcore. Et comme je crois, j'ai l'impression que cette année 2019 a été compliquée parce que c'est à la même temps l'année où tu avais ton spectacle et où tu as arrêté ton spectacle également. Ouais, c'était la fin de ma tournée. C'était dur parce que j'ai fait 45 dates de tournée, la boule au ventre, parce que je savais que je bossais pour un producteur qui, de toute façon, avec qui j'allais plus bosser. Donc, c'était dur de l'alimenter, entre guillemets. Mais en même temps, l'amour du public faisait que j'oubliais. Ouais, 2019, c'était dur. Je préparais un gros projet aussi pour 2020 qui a capoté. Donc, ouais, l'année 2009, c'était pas l'année la plus ouf. Okay. En espérant que 2023, ce soit l'année la plus ouf pour toi. Ou une année, ça commence bien. Que Dieu t'entende. Ça commence bien. Parfait. Kevin, est-ce que, et donc là, j'ai super ton partage et surtout l'enseignement que tu en as tiré. On arrive à la fin de l'épisode et j'ai une question que je pose toujours à mes invités, elle est assez particulière. Cette question, c'est si c'était ton dernier jour et que tu étais avec tes proches et que tu voulais leur laisser un héritage. Un héritage, c'est une phrase, une citation, un message que tu aimerais leur partager. Quel serait ce message, cet héritage que tu aimerais laisser
aux gens qui sont autour de toi et qui pourraient nous servir d'enseignement? Ah, bah, il y a une citation que j'adore sortir, même un peu trop souvent, mais qui est importante. Je leur dirais, même dernier d'une course, vous resterez toujours devant ceux qui ne l'ont pas couru. Wow. Donc, lâchez pas l'affaire. Yes. Wow. C'est quoi, c'est fou parce que je crois que je l'ai donné. Hier, j'étais en conférence et je l'ai cité. J'ai cité cette phrase. C'est incroyable. Ah, c'est ouf! Ouais, elle est géniale, elle est puissante. Elle est super puissante. Le dernier d'une course sera toujours devant une personne qui n'a pas couru, qui n'a pas participé. Et effectivement, être dans l'action et continuer à être dans l'action, c'est toujours mieux que d'être statique et de rien faire et de ne jamais lâcher l'affaire. Exactement. Effectivement. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir Merci à toi. accepté cette invitation, d'avoir pris de ton temps pour être avec nous. Je rappelle qu'il y a ton spectacle Fallait être là, qui est en rodage un peu partout en France et on peut retrouver ça, vous tapez Kevin Razi sur Internet ou sur son compte Instagram et vous retrouverez également toutes les dates pour savoir où il joue et vous allez apprendre plein de choses. En plus, t'as bien teasé ton spectacle. T'as bien envie d'aller le voir. Je vais regarder si j'ai un déplacement à Paris. Si tu fais une date à Paris à ce moment-là, j'irai. Je ne vais pas attendre Montpellier. Bah, figure-toi que pour une fois, c'est la province qui est privilégiée. J'ai 0 date à Paris. C'est que en Provence. D'accord. Bah, je vais attendre Montpellier alors. Voilà, je viendrai avec grand plaisir. Yes. Merci encore. Pour finir, si l'épisode vous a plu, je vous invite vraiment à laisser 5 étoiles juste en dessous de l'épisode, à partager ça autour de vous. Je sais qu'il y a des personnes qui vont apprendre, vous avez appris des choses et donc j'en suis sûr que d'autres personnes peuvent apprendre des choses grâce à cet épisode. Donc, partagez-le à un maximum de gens autour de vous. Et comme je le dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités. À très vite.